Petit live spécial. Je sais même pas si ça va être sur YouTube, mais je suis en tenue de sport. On va partir sur faire de la marche parce que j'avais envie. Donc et je me suis dit pourquoi pas le faire en live. Donc on est en discussion et je vais incessamment sous peu la machine. Donc c'est vraiment que du talk parce que pour vous dire, j'ai déjà essayé de jouer en même temps. Comment vous dire que c'était pas l'idéal. Donc comment dire que c'était très bof. Donc voilà. Je vais juste et ça va commencer. Je vais devoir juste ajuster la marche et mettre la speed à on va dire à 2,5, c'est pas mal. Après vous entendrez le bruit du tapis évidemment. Donc là ça devrait aller. Ouh, faut juste que je fasse attention. C'était un peu les petits problèmes qu'il y avait. Je vais juste essayer de trouver la cadence. Le tapis est assez grand, mais après il faut le bon truc. Normalement ça devrait être bon. En tout cas j'essaye. Ça le refait. Voilà, bon, il va falloir que je reste assez droit. Mettre le truc ici. Bref, j'espère que vous allez tous passer un bon dimanche. Un peu galère de setup le truc. Le tapis il est pas... c'est pas le mien. C'est celui de madame. Donc évidemment, il est propre à... Vu que je suis un peu plus massif, on va dire, c'est un peu plus compliqué. Surtout qu'il a certains trucs. Le petit défaut là, à l'heure actuelle en fait, c'est que le tapis, le roulement du tapis, il est pas fixe. C'est-à-dire que si il y a un faux mouvement ou quelque chose, le tapis peut. Justement, ça va être très long. Du coup, je disais, ouais, le roulement du tapis, en fait, il est très spécial, dans le sens où le tapis, en fait, est uni, et il y a juste la machine qui le fait rouler, et la surface sur laquelle elle est, c'est sur une surface lubrifiée, et pour le coup, faut juste faire attention de bien marcher, on va dire, ce qui est pas facile quand t'es pas habitué. J'ai tendance à appuyer sur le pied gauche au lieu du pied droit, et aussi, dû à mon poids, mais en fait, le tapis peut facilement, on va dire, freiner, contrairement au gros tapis qu'on retrouve un peu partout dans les salles, et c'est un peu perturbant, on va dire. Bon, là, c'est l'heure de la pub, mais bon, de quoi on peut parler? Faut que je trouve un sujet, un petit sujet intéressant. Voilà, on me voit un peu mieux. Mais voilà, bref, j'espère que ça s'est bien passé votre dimanche. Et j'ai pas fait mon sport du dimanche, on va dire, donc j'en profite pour le faire maintenant. Comme ça, au moins, c'est fait. Je sais pas ce qu'il y a au niveau des actualités récemment, j'avoue que je regarde pas trop le journal. Enfin, j'ai envie de dire, vu les annonces, c'est toujours à peu près les mêmes. Il n'y a jamais rien de... Je dis pas qu'il n'y a rien de joyeux, mais malheureusement, l'actualité, c'est souvent... surtout avec ce qui se passe en ce moment. Non, écoutez, il y a quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai vu récemment? Je vais essayer... personnellement, du coup je consomme quand même beaucoup d'œufs parce que voilà, bonne source de protéines et tout. Et je sais que la coquille d'œuf, en fait, elle est bourrée de calcium. Et je me suis renseigné un peu pour voir s'il y avait un moyen, on va dire zéro déchet, une technique zéro déchet, de pouvoir les utiliser. Évidemment, il y en a certaines. J'ai trouvé les plus classiques qui étaient de les mettre dans des composts pour les plantes, ou alors de les mettre dans les plantes elles-mêmes, parce qu'elles permettent d'avoir le bon apport en minéraux. Mais également, si maintenant on broie pas les coquilles, ça peut être aussi un repousse limace qui peut être intéressant pour éviter, parce qu'apparemment c'est les surfaces coupantes, ça empêche que les limaces et les escargots viennent manger la plante. Il y avait ça, il y avait quoi d'autre? Il y avait la possibilité de les mettre dans de l'eau, donc une demi-coquille d'œuf que vous nettoyez évidemment, donc la faire bouillir dans une casserole pendant 5 minutes, ou la faire chauffer au four à 100 degrés pendant 10 minutes pour éliminer les bactéries. Vous la nettoyez bien, et après vous la faites sécher à l'air libre ou dans le four comme vous voulez, et vous plongez cette coquille, la demi-coquille, dans 1 litre d'eau, et en fait vous la laissez reposer pendant 12 heures, et l'eau va s'enrichir en minéraux de la coquille, et du coup vous pouvez utiliser l'eau soit pour cuisiner, soit pour la boire directement, mais du coup c'est une eau riche en calcium, quoi. Sachant que et c'est pas du calcium précisément qu'il y a dans la coquille, je crois que c'est si je me souviens bien, c'est du carbonate de calcium.
Non, pas dicarbonate. Je pense que c'est le carbonate de calcium, mais je peux me tromper. Mais voilà, il y avait cette solution-là, et la dernière que j'ai vue, qui m'avait l'air assez intéressante, d'un point de vue alimentaire, c'était en fait, donc, pareil, vous faites bouillir la coquille d'œuf, ou alors vous la faites au four, un des deux, vous pouvez choisir. Vous les faites sécher. Et ensuite, vous les broyez, broyeur ou mixeur, blender, ce que vous voulez. Mais il faut qu'à la fin, vous ayez une poudre assez palpable, comme du sucre. Ben, on doit avoir un apport quotidien de différents minéraux qu'on retrouve dans différentes nourritures. Et là, cette poudre d'œuf, on peut juste une demi-cuillère à café, en fait, c'est quasi la totalité d'apport en calcium que le corps peut avoir de manière journalière. Ce qui veut dire que, en fait, si tu broies toutes ces coquilles d'œufs, ça reste quelque chose qui est très intéressant parce que tu as un truc qui est bourré en calcium et du coup, au fur et à mesure que tu refasses cette technique zéro déchet, tu peux accumuler une poudre tellement riche en calcium que ton apport en calcium pour les os, etc. peut être assez intéressant. La seule chose à faire attention, parce que oui, évidemment, la vie, elle n'est pas toujours parfaite, c'est que cet apport en calcium doit quand même être testé. Enfin, vous devez regarder selon votre corps, selon l'apport, ce qui vous convient, parce que à faire attention. Petit disclaimer, c'est que si maintenant vous faites, vous ingérez trop, ça peut être la cause de calculs rénaux. Et pour ceux qui en ont déjà eu, les calculs rénaux, c'est pas très agréable. C'est quelque chose d'assez horrible, surtout que, autant pour les femmes que pour les hommes, pour soigner, c'est pas très agréable non plus. La douleur est horrible, mais en plus de là, le soin, en fonction de l'état des calculs, c'est quelque chose, quoi. Du coup, voilà, tester ça avec ce que j'ai et le mettre. On peut le mettre dans des smoothies, on peut le mettre dans du pain, on peut le mettre dans de la pâte à pizza. Vous pouvez même l'utiliser. Ça va faire rire un peu, mais pour la peau, vous pouvez le mélanger pour faire un masque. Vous prenez la poudre, vous prenez du blanc d'œuf, vous prenez de la farine, mélangez pour que ça devienne une pâte assez, Ah non, ça c'est autre chose, pardon, excusez-moi. Non, juste la poudre, voire un peu des copeaux mais assez petits, avec du blanc d'œuf, je sais c'est pas très glamour, et vous l'appliquez sur votre visage pour faire un masque. Ça fait un masque abrasif et du coup ça permet de scrub la peau, on va dire. Ça je conseille pas trop, mais par contre vous pouvez faire des craies aussi. Et là c'est ce que je disais, donc c'est vous mélangez la poudre, vous mélangez de l'eau et de la farine, et je pense du blanc d'œuf, mais faudrait revoir la recette pour être sûr. Et ça vous permet de créer des craies pour les enfants, voilà, pour tous les parents qui veulent faire du zéro déchet et jouer l'utile à l'agréable. Mais voilà, vous pouvez faire des craies pour vos enfants avec des coquilles d'œufs. Donc ça reste intéressant. Et il y a plein de petites techniques comme ça. Il y en avait une, j'avais essayé il y a un petit temps. C'était quoi encore je crois que c'était... Oui, c'était les épluchures d'oignons. Donc évidemment, comme tout le monde sait, quand tu achètes un oignon, tu as toujours une couche que tu enlèves avant de le cuisiner. Et bien cette couche, si tu la fais bouillir dans de l'eau, en fait, encore une fois, c'est ce que j'ai fait. Je ne garantis pas que c'est 100% ce qu'il faut faire ou ce genre de choses. Mais techniquement, ce que j'avais entendu, c'est que ça permettait un apport assez intéressant sur plein de trucs antioxydants, vitamines, etc. C'est juste que le goût en lui-même, il avait un côté fort oignonnier, si je puis dire ainsi. Il y a quoi d'autre? Il y a une autre technique zéro déchet. Il y a la technique... imaginons, vous faites une grosse cuisine, une prep cuisine. Vous faites vos plats de la semaine. Vous avez mis beaucoup de légumes. Du coup, vous récupérez beaucoup d'épluchures. Carottes, courgettes, aubergines, oignons, brocolis.
des choses même qui n'ont pas d'épluchure, etc. Mais principalement les trucs à éplucher. Vous prenez tout, vous mettez dans un plateau lèche-frites. Donc les plateaux lèche-frites sont des plateaux en métal qui sont creux, que vous mettez généralement dans le four, soit pour mettre des choses à mijoter avec une couche, soit généralement c'est ce que vous mettez en dessous de viande que vous faites rôtir au four pour que ça récupère du coup le jus. Pour la cuisson des pains, c'est généralement là-dedans que vous mettez la petite couche d'eau qui permet que le pain, quand il gonfle au four, vous ayez une croûte très croustillante et que l'eau ne bug pas à ce niveau-là. J'allais où avec ça? Oui, et du coup vous mettez ça dans un lèche-frites, vous le faites cuire au four. Et l'objectif, c'est en fait de déshydrater les épluchures, celles qui proviennent de légumes contenant de l'eau. Vous faites en sorte que, genre comme si vous preniez des feuilles mortes, ça devienne tout craquelé. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez toutes les épluchures et vous les mettez dans un blender. Vous les mixez jusqu'à ce que ça devienne une poudre. Et cette poudre en question, en fait, devient une épice. Ça devient une épice de légumes que vous pouvez soit parsemer comme vous voulez dans vos plats, soit, si je dis pas de bêtises, vous pouvez en faire des doses de bouillon de légumes. Vous faites une soupe, vous faites un plat mijoté et vous devez rajouter généralement des cubes bouillon volaille, bouillon bœuf, etc. C'est généralement... vous pouvez utiliser ça. En parlant de bouillon, j'en ai testé un autre. Le poulet, zéro déchet. Donc, je vous explique. J'avais envie de tester un peu la différence quand tu vas au supermarché. T'achètes généralement des barquettes de viande et t'as soit une partie du corps de l'animal. Donc c'est généralement, pour le poulet je parle, hein. Tu peux acheter une barquette d'aile, tu peux acheter une barquette de cuisse, une barquette de blanc. Et on parle toujours du fait que malgré que t'aies vraiment qu'une partie du corps spécifique dans une certaine quantité et un certain poids, généralement, ce qui est, on va dire, le plus intéressant pour certaines personnes, c'est d'aller à la ferme et d'acheter, et là je parle d'acheter l'animal vivant, l'animal entier. Bon, je m'excuse à tous les véganes et tous les végétariens qui écoutent, mais ça existe et en fait tu achètes l'animal en gros cet animal devient ton apport en viande et du coup tu manges l'animal quoi. Enfin tu le manges petit à petit, mais disons que ton apport en viande sur le mois est énorme et voire même vu la quantité ou le type d'animal, tu peux manger pendant des mois avec toutes les parties qu'il y a quoi. Il faut juste aimer tout ce que le corps te propose. Ça c'est un autre débat. Revenons au poulet. Du coup je voulais voir en fait la différence entre acheter des barquettes de blanc de poulet par exemple et acheter un poulet entier, mais un poulet pas cuit, hein, attention. Juste un poulet chez le boucher. Je fais ça et du coup je dois apprendre à comment bien découper le poulet, etc. pour récupérer les ailes, le blanc, les cuisses. Et du coup normalement il reste la carcasse. Et la carcasse, généralement ce qui se passe c'est qu'on l'utilise pour faire des bouillons. Et à ce moment-là ce qu'on fait c'est que on prend la carcasse, on la met dans de l'eau bouillante, on fait ça avec, vous mettez oignons, carottes, courgettes, clous de girofle. Voilà, vous faites un petit de court bouillon et vous faites bouillir pendant longtemps, jusqu'à mijoter. Et en fait, petit à petit, vous allez avoir de la mousse. Cette mousse-là, vous l'enlevez. Et à la fin, en fait, il faut que ça devienne une eau colorée. Et les légumes en question, soit vous les mangez on va dire comment il s'appelait ça encore? En maelstrom, si je dis pas de bêtises. Une soupe maelstrom. Donc vous avez de l'eau, bouillon, et vous rajoutez les légumes. Soit ça, soit vous gardez les légumes, vous les mixez, vous en faites des panades, vous faites ce que vous voulez avec. La carcasse de poulet, elle a cuit, donc vous avez les restes de viande qui sont comestibles. Vous pouvez les manger, vous pouvez en faire ce que vous voulez avec. Et en fait, toute l'eau que vous avez, ça, vous les mettez dans des barquettes de glaçons. Et ces barquettes de glaçons, vous mettez au congèle. Qu'est-ce que ça donne? Mais en fait, chaque cube qui aura été créé, c'est un cube de bouillon. Et en fait, vous avez créé du bouillon de poulet en méthode zéro déchet. Et j'avais essayé ça. C'était pas mal. Le seul défaut,
c'est que vu que c'était un liquide qui avait été congelé, ben, le cube en lui-même était composé du coup de jus de légumes, jus de poulet, jus de viande. Du coup, il était un peu gras, donc un peu compliqué à sortir de la barquette quand tu veux le mettre dans les trucs, mais par contre, il était très bon. Hein. Alors là, il était très bien utilisé, mais voilà, ça c'est une autre méthode zéro déchet que j'avais essayé, qui était pas mal. Maintenant, la conclusion, c'est que niveau prix, voilà. En fait, ça demande à chaque fois. Le problème, c'est que en fonction du temps que tu as, soit tu peux te le permettre, et ça te prend du temps à couper un poulet et faire tout ça. Soit tu le fais en mode t'achètes les barquettes avec les parties qui t'intéressent et c'est tout, tu vois. C'est quelque chose à faire. Toujours se renseigner parce qu'il y a des petits trucs qui peuvent être sympas à faire, ne prennent pas trop de temps. En fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on court beaucoup dans notre vie en général, on court beaucoup, que ce soit dans notre vie estudiantine, la vie aller au collège, à l'école, au lycée, même au boulot, et on prend plus le temps pour des choses, que ce soit des petites comme des grandes. Et du coup, ce qui est terrible, c'est que on se retrouve, après tant d'années, tu te retrouves à 30 piges, et tu te dis, mais putain, elle est passée où Enfin, c'est un peu crise de la trentaine, ça, mais elle est passée où ta jeunesse, tu vois? Tu te dis, merde, quoi. Est-ce que tu te poses la question, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es autorisé une pause, de prendre le temps? Et ça, c'est un peu... c'est débile ce que je vais dire, mais pour ceux qui voient le film Cars, le premier, il y a une scène qui était assez intéressante, où vous aviez Flash McQueen et Sally, la voiture bleue, qui faisait... c'était un peu la scène amoureux, etc., où il faisait un peu le tour de Radiator Springs. Et à un moment, il s'arrête sur une butte où vous voyez, il voit l'autoroute, et Sally explique qu'il fut un temps où l'autoroute elle n'existait pas. Et les gens du coup passaient par Radiator Springs, et elle disait, maintenant, c'est que maintenant les gens, ils ont pas le temps, mais qu'avant les gens ils prenaient le temps. Et c'est un truc qui a résonné un peu dans le sens où il est sûr que on essaie toujours d'optimiser dans tout, on essaie toujours de perfectionner, de faire en sorte d'être le plus performant, le plus rapide, mais que à côté de ça, cette vitesse, elle a un coût, elle a un prix, et qu'à la fin, c'est ce temps qu'on ne prend plus, mais il nous fait plus de mal que de bien. Je sais pas vous, moi c'est un peu mon ressenti sur certaines choses, c'est qu'on ne prend plus le temps pour des choses banales, on court après des objectifs qu'on se fixe, et en fonction de notre motivation, en fonction de l'envie, de la ténacité qu'on possède, soit ça fonctionne, je dis pas que c'est mauvais, et parfois ça fonctionne pas et ça nous fait ronger plus qu'autre chose. Ah, attendez, j'ai encore le tapis qui... Mais voilà. C'était une phrase qui était intéressante, et des messages comme ça, je trouve que... Bon, évidemment maintenant il y en a plein, hein. Avec TikTok, je pense que tu peux facilement te faire une For Your Page avec que des phrases, tu sais, les phrases genre multimilliardaires, etc. Mais on oublie parfois les plus essentielles, quoi. Comme la fameuse, je pense que tout le monde a vu cette vidéo. Un professeur qui prend un bocal et il montre aux étudiants différents composants, des balles de golf, des cailloux, etc., du sable et de l'eau. Et à chaque fois, il demande si les objets rentrent dans le bocal. Et il explique juste que ces choses-là représentent à chaque fois des parties de votre vie, des priorités, des objectifs, et qu'en fonction de comment vous les mettez, comment vous les représentez, soit elles vont bien elles vont bien fusionner, elles vont bien corréler ensemble, ou alors ça va mal se passer, et en fait ça va plus vous détruire qu'autre chose. Et il expliquait, genre, les balles de golf, c'est les plus grosses priorités, donc c'est la famille, l'amour, le travail, etc. Ensuite, vous avez les cailloux, qui sont les petites choses, les hobbies, le sport, les petits trucs en plus. Et vraiment, le sable, c'était quoi encore? Je crois que c'était le bien matériel. Je peux dire des conneries, hein. C'est possible que ce soit pas ça. Mais le bien matériel et le lot, qui est fini en dernier, c'est vraiment aller boire un verre entre amis, aller au parc. C'est les petits moments, vraiment les petits moments rares
que vous pouvez vous procurer. Et en fonction, il disait que selon votre gestion de ces objectifs, ça peut passer ou ça peut casser. Voilà. Ça reste quelque chose. Vers quoi on peut partir d'autre en termes de sujet? On a vu les graphismes et en fait, ce que les gens ont retenu, enfin en tout cas ce que les gens avaient trouvé horrible, et je partage, c'est que les acteurs étaient humains dans le monde de Minecraft, au lieu d'être les personnages cubiques comme on a l'habitude de voir. Je conçois, enfin, d'un point de vue artistique, et on va parler technique après, mais d'un point de vue artistique, je trouve que malheureusement ça a été une mauvaise idée, et beaucoup de gens rejoindront le truc, c'est que la particularité de Minecraft, c'est que le monde est fait de cubes, et autant ça partait sur un... Parce que après, je parle avec toutes les autres bandes d'annonces qu'on a reçues, ça partait plus sur un Jumanji-like, où en gros, ils trouvent l'artefact qui permet de rentrer dans le monde de Minecraft. Mais quand il entrait, en fait, il restait humain. Et le problème, c'est que dans Jumanji, ok, tu peux... ça, il n'y a pas de souci, c'est un jeu vidéo et c'est un avatar, donc ça peut rentrer. Mais quand tu as le monde dans lequel tu rentres, qui a une certaine shape, une certaine loi, pas loi, mais comment dire, une physionomie, je pourrais dire, une physionomie de l'environnement et une biologie, on va dire, à ce niveau-là, une biologie qui fait que tout est carré. Tu peux pas te dire que les personnages principaux restent humains. En fait, c'est ça que je trouve dommage, c'est que... Alors, après, c'est en fonction de chacun, mais personnellement, le rendu du monde de Minecraft, des bandes annonces, j'ai pas vu le film, mais des bandes annonces que j'ai vues, il était bien. Certes, c'était des round squares, c'était les bords étaient arrondis, mais bon, ça permet d'avoir un meilleur rendu. Mais ça restait le monde de Minecraft, quoi. Le villageois, le creeper, tu reconnais facilement. Et je me disais, pourquoi ils ont mis ça dans la prod, mais qu'est-ce qui aurait pu empêcher de faire la même chose pour les acteurs, surtout que aujourd'hui, techniquement parlant, et là on va rentrer dans le côté technique, certes tout le monde a été fait sur... Enfin, les acteurs ont tourné que sur fond vert, et ça se voit d'ailleurs, malheureusement, qu'est-ce qui aurait pu les empêcher de faire du motion capture et d'adapter ça sur des personnages cubiques? Surtout qu'on a vu que la communauté évidemment s'est révoltée et a tenu à faire parler d'elle, et du coup des gens très talentueux ont repris les trailers et les ont refaits en animation Minecraft, comme on avait l'habitude de voir en 2012 avec des clips vidéo, etc. Les modèles d'animation Minecraft existent depuis des années, et ils n'ont pas su trouver ça pour le film, quoi. Je trouve ça un peu dommage. C'était l'épine du pied que la communauté détestait, en fait. D'un point de vue scénario, etc., faut dire que Minecraft reste quand même un jeu sandbox. Certes, il y a une histoire maintenant, t'as un objectif l'Ender Dragon, et maintenant, même avec à chaque fois nouvelle mise à jour, t'as un nouveau grand monstre qui apparaît. Mais on va pas se mentir, l'origine de Minecraft, c'était t'arrives dans ce monde, tu comprends pas ce que tu dois faire, donc t'essaies de faire des choses. Et au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte que tu as une table d'objectifs où l'objectif final, c'est battre l'Ender Dragon. Et tu sais pas comment y arriver, tu dois essayer de comprendre, tu remplis les objectifs, etc. Et ils auraient pu, même si... parce que, allez, je vais comparer avec un autre film. Évidemment, je pense pas que ce soit le même budget, je pense pas que c'était la même boîte de prod, mais... Si on prend le film Mario, on a eu une introduction de l'ennemi qui est Bowser, on sait ce que Bowser fait, on sait pourquoi il veut ça, etc. On a l'introduction de Mario qui rentre dans le monde champignon, on a la présentation des objectifs, ils ont essayé d'incorporer un peu tout l'univers avec beaucoup de références, mais qui sont des logiques du monde de Mario, pas du monde de jeu, du monde champignon. Et la fin, voilà, c'était... Et il y avait quand même des messages de fraternité, déception du père... Je reprends un peu ce que Seb a dit dans la vidéo, mais voilà, il a fait un petit comparatif également. Et c'était que de l'animation. On n'a pas eu ce côté où maintenant Mario c'est un être humain et il rentre dans un monde champignon. Parce qu'ils auraient pu très bien faire ça aussi. Ils auraient pu faire un truc en mode... mais ça aurait fait très années 80, où genre c'est en être humain 100%, et dès que ça rentre dans le tuyau, ça devient un film d'animation. Et il y en a pas mal qui ont, je pense, des films qui ont déjà fait ça, où
Genre, c'est vraiment les premières minutes du film, c'est Human Flesh en veux-tu en voilà avec les vrais acteurs. Et dès que ça rentre dans le monde, ça se transforme. Et il n'y a plus le côté réel, quoi. Ils auraient pu faire ça pour Minecraft. Ils auraient pu... En vrai, pour moi, ils auraient pu soit trouver un bête truc, hein, mais que cet artefact, en fait, il permet de maintenir une frontière entre le monde de Minecraft et le monde réel. Et que, à force d'utiliser cette relique, il crée une rupture entre l'espace et que t'aies les deux mondes qui se mangent, genre une incursion d'univers. C'est tout bête, quoi. Et du coup, pour ça, il faut aller à l'Ender Dragon et il faut le battre parce qu'il faut récupérer un ingrédient issu du dragon qui permet de rétablir la barrière. C'est tout con. On peut aussi, si on veut prendre autre type petit pitch de Minecraft, tout simplement battre l'Ender Dragon. Steve, il l'a trouvé étant gosse, donc il a découvert le monde. Et au fur et à mesure, il a appris comment le monde fonctionne, mais autant dans le jeu, ça nous prend peut-être un petit temps et en fonction du gameplay qu'on joue, mais si on prend la quête de base, tu peux taclement dire que Steve, en fait, ça fait des années que en fait, il essaie de comprendre ce monde, et tout simplement, à la fin, il a ce dernier objectif, mais il sait qu'il peut pas le faire tout seul, parce que en fait il lui manque un ingrédient, il lui manque quelque chose et que les autres personnes ont découvert à leur place par exemple. Ça peut être tout con, il y a ça. On peut rajouter, ils peuvent toujours rajouter les pygmines pour certaines choses et avoir un peu ce côté, et je pense qu'il l'avait fait dans le film là, c'est une présentation du monde de Minecraft, ça oui. Mais qui a un but, quoi. Là, de ce que j'avais entendu de la vidéo, c'est que d'un point de vue scénario, il n'y a rien. Et que malheureusement, JDG comme Seb, ils n'ont pas su donner un avis parce que, en fait, ils n'étaient pas le public ciblé. En fait, les adultes ne sont pas le public ciblé. C'était, je pense, principalement les enfants. Et encore. Mais globalement, moi, c'est un film... Ah oui, aussi... Ça j'avais vu, je sais plus la vidéo, mais quand le film n'était pas encore sorti, j'essayais de comprendre plus d'un point de vue backstage, point de vue production, contrat, marché. De ce que j'avais entendu, c'était que, en fait, la boîte qui produit, si je dis pas de bêtises, Minecraft, c'est Warner Bros. Et en fait, évidemment, on a comparé le film Minecraft au film Sonic avec... les choses qui se sont produites quand il y a eu le premier trailer Sonic, puis le rework de Sonic après qui a fait que le film a évidemment mieux fonctionné. Et maintenant, en fonction des personnes, moi personnellement, je reste encore dubitatif entre soit c'était un coup marketing, dans le sens où on va choquer le public, et on va tellement choquer le public qu'en fait derrière on va dire non mais les gars, on l'a réparé, vous inquiétez pas, et du coup les ventes en salle ont augmenté par exemple. Ça peut être un coup marketing, ça on ne le saura jamais. Je sais pas si ça a été annoncé ou pas. Ou alors ça peut être vraiment une vraie erreur. Mais je me dis quand même, ce genre d'erreurs, elles sont quand même assez gigantesques. Après on dit plus c'est gros, plus ça passe, mais quand même quoi. C'est que... imagine, c'est comme si tu te disais comment faire en sorte pour augmenter les ventes. On fait une grosse erreur pour faire tellement réagir le public qu'à la fin en fait on passe pour des humbles personnes en disant nous sommes désolés, on a retravaillé le personnage, qu'est-ce que vous en pensez? Et que du coup là, tu sais que peu importe ce que tu fais, vu que tu as fait une immondice en premier, ce que tu fais derrière, ça pourrait être que mieux. Ça peut être un truc, Mais du coup voilà, je pense que tout le monde évidemment s'attendait à ce que ça fasse une Sonic sur beaucoup de points. Et malheureusement Warner Bros ils ont tellement de thunas qu'ils se sont dit bah les couilles les gars. Baillez les couilles, on fait votre film et pas plus quoi. Voici l'argent, amusez-vous bien. Donc voilà. Et en ce qui concerne Blanche-Neige, à part le truc que Leclerc a dit qu'apparemment le score était de 1,6 au niveau de la note cinéma, de ça j'ai pas entendu grand chose. Je sais que maintenant il y a des TikTok qui tournent avec des gens qui se sont amusés à faire un résumé en 1 minute du film. Mais sinon pour le reste... je vois pas trop ce qu'il y a pu avoir. Il y a quoi comme autre sujet? Je sais qu'il y a eu El Famoso Casting Marvel qui avait été annoncé pour le Doomsday et que beaucoup de fans
et de gros youtubeurs parlant de ce sujet ont déjà expliqué leur point de vue, que c'était soit un mislead pour éviter que les gens ne s'attardent trop sur à essayer de comprendre, parce que voilà, pour garder une part de mystère. Mais si ils font comme ça s'est passé pour Spider-Man, et ça va pas être grandiose quoi. Mais apparemment le cast a l'air évidemment assez énorme, avec la vidéo de 5 heures sur YouTube qui avait été lancée, et on voit Robert Downey Jr. en dernier. C'était quand même quelque chose, je pense, intense pour les fans, mais maintenant, d'un point de vue scénario du film, je sais que la théorie c'était soit ça va sur le Doomsday, donc ça veut dire que ça finit un peu la guerre multiverselle, soit c'est une guerre multiverselle qui va avoir lieu, mais ce n'est pas celle qu'on croit. C'est que beaucoup pensent à la théorie qu'en fait c'est Doomsday, etc., et que ça va devenir le Battle World. Et je pense que la dernière vidéo que j'ai vue de Kevin Burkhardt, que je suis, qui est très intéressant et qui explique bien ses vidéos et tout, qui disait que probablement que en fait on va plutôt avoir une guerre entre le Marvel 616 qui est dans nos films, qui vient des films, et le Marvel X-Men. Mais que du coup il va y avoir une rencontre entre ces deux entités-là, et que en fait Doomsday va se retrouver au milieu de cette guerre, et que soit il va en être le finish ou le départ. Un des deux en tout cas. Il y a quoi d'autre? Est-ce que j'ai lu quelque chose d'intéressant en ce moment? Pour l'instant, je suis toujours dans les mangas, enfin plus les manhwas, donc les lectures les mangas coréens. Et là actuellement il y en a deux que je regarde et que j'attends à chaque fois que ça sort, les chapitres. C'est The Beginning After the End, qui est très beau, très intéressant, et Solo Leveling Ragnarok, qui est la suite de Solo Leveling. Solo Leveling qui est déjà un gros banger, et qui pour l'instant je pense il y a l'animé qui est en train d'être diffusé, donc ça c'est déjà un gros truc. Et Solo Leveling Ragnarok, juste pour vous faire le pitch, c'est que on suit l'aventure du fils, le fils de Kim Woo-jin, si je dis pas de bêtises. Alors je me trompe non, Kim Woo-jin c'est autre chose. Non, Kim Woo-jin c'est un autre manhwa que j'ai lu qui s'appelle Kill the Hero. C'est un peu le même manhwa que je lisais quand je lisais Solo Leveling. Parce qu'on est sur le même thème, donc c'est-à-dire que c'est un monde RPG là qui arrive sur la planète Terre, et du coup des gens deviennent des joueurs, etc. Sauf que autant dans Solo Leveling, il sort du contexte parce qu'il a un peu une gamification du truc qui est plus poussée que les autres joueurs, autant Kill the Hero, il y a cette gamification, mais là en fait tu apprends, c'est dans le premier chapitre, hein, mais tu apprends en fait que le personnage principal qu'on suit a été tué par le maître de la guilde, qui est la guilde la plus puissante mondiale, et que tu comprends en fait qu'ils veulent pas terminer le jeu. Pourquoi? Parce qu'ils ont un pouvoir qu'ils n'avaient pas avant, et du coup ils ont un contrôle total sur les finances, sur le gouvernement, la politique, etc. Et ce privilège-là, ils veulent le garder en contrôle. Sauf que le joueur qu'on suit, le personnage qu'on suit, est ressuscité. On ne sait pas comment, mais il est ressuscité. Et au lieu qu'il soit juste annoncé player, il a le choix de choisir vers quelle voie il veut emprunter. Et de là va commencer une quête où le but est de devenir le héros, en fait le méchant le plus puissant, et de terminer, en fait, de tuer ce maître de guilde pour justement finir absolument le jeu et comprendre en fait tout ce qui en ressort, quoi. Pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ceci. Donc c'est un très bon manhwa qui a ce côté un peu One Punch Man, dans le sens où évidemment quand t'as quelqu'un qui est ressuscité, qui se souvient de toute sa vie précédente, bah, du coup il connaît un peu les événements, il sait comment ça va se passer, il sait comment agir en fait. Mais ce qu'il y a de jouissif,
et c'est un peu comme dans One Punch Man, même si on le revoit moins maintenant, mais le manga travaille toujours aussi bien, c'est qu'à chaque fois que One Punch Man interagit dans son manga, c'est toujours très drôle, parce qu'il finit tout en un point, donc il y a tellement une force gargantuesque qu'en fait tu t'amuses de la difficulté que l'ennemi a de le buter. Et t'attends juste qu'il balance son point et de voir à quel point il résiste aux attaques les plus puissantes. Ici, c'est un peu pareil, où en fait tu as tout l'entourage, tous les autres joueurs qui regardent le personnage principal avec un regard de haut. Mais tu sais que lui, en fait, il est déjà à 20 tours d'avance, il connaît déjà tout. Donc c'est comme si... par exemple, c'est comme si maintenant on te disait... mais quand tu vas mourir, en fait, tu vas recommencer ta vie depuis le début et tu vas te souvenir de ta vie précédente et du coup tu sais comment ça va se passer, tu sais ce qui va se passer, donc tu peux établir des choix en fonction de ça. Ça veut dire aussi que tu as toutes les connaissances du monde et du coup à toi de voir ce que tu veux faire avec. Est-ce que tu te souviens de nombre de loto, est-ce que tu te souviens de ceci, est-ce que tu te souviens de cela, quelles actions tu pourrais faire différemment par rapport à ta vie précédente. Voilà, c'est un peu ça, ce manga, il est très beau, enfin très beau. Il est coloré, vous avez beaucoup d'animation et tout. Mais du coup, ouais, si je devrais conseiller, c'est lisez Kill the Hero. Évidemment, sur le leveling, regardez-le ou lisez-le. En soi, le lire, il est... Pour vous dire, le manga en lui-même est déjà fini. Vous avez tout. Il est complet, il a son début et sa fin. Et là, à l'heure actuelle, c'est Solo Leveling Ragnarok, qui est la suite où on suit le fils du personnage de Solo Leveling, avec aussi plus ou moins la même chose, sauf que là on a un antagoniste différent, on a un développement différent du personnage, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le caractère du personnage est très différent, évidemment, du personnage de Solo Leveling, malgré que ce soit son fils. Donc vous avez toute une dynamique aussi très intéressante et très différente de ce que Solo Leveling propose. Et ça, c'est assez fun. Ils ont réussi à changer, on va dire, le dynamisme du personnage dans cet univers-là. Donc, franchement, je conseille. C'est pas mal. Il y a quoi d'autre niveau jeu, qu'est-ce que je joue en ce moment? Vous l'avez vu certainement, mais là, je continue de faire des lives Satisfactory, parce qu'évidemment, on veut le terminer avec... Lucien / Bolico, mais évidemment c'est très chronophage, donc même en 9 heures de live, on avance, on va dire très peu entre guillemets, mais si on avance quand même, parce qu'à chaque fois ça demande beaucoup plus de ressources et beaucoup plus de calculs et de construction à établir pour arriver à ce que tu veux faire. En termes de jeu solo, il y a Sunset Overdrive, qui est le jeu... un jeu qui était exclusivité Xbox à l'époque et qui maintenant est sur PC, qui est un GTA-like, non même pas, juste un open world où la mécanique principale de ce jeu, c'est que vous pouvez faire du parcours partout et un peu à la super pouvoir. Donc c'est à dire que vous pouvez courir sur les murs, vous pouvez glisser sur n'importe quelle rampe qui existe, vous pouvez aussi ce qu'ils appellent faire de l'undergrind, donc ça veut dire être en mode tyrolienne sur les câbles et de gagner en vitesse, etc. Et à côté de ça, vous avez une invasion de zombies, de monstres, de mutants dans la ville et faite par une compagnie qui n'a pas suivi les règles de leur nouveau produit qu'ils allaient commercialiser. Ils n'ont pas fait les tests et tout, et résultat, ça a transformé la population en mutants. C'est on va dire très basique, mais pour l'époque c'était... En fait on sortait de on était en 2014. En 2014 il y avait eu toute cette vibe de Call of Duty. On avait eu Black Ops en 2010, on avait eu Black Ops 2 en 2012, Modern Warfare 3 en 2011, ensuite ça avait été Advanced Warfare, donc on avait eu toute la série Call of Duty sur les dernières années. Et d'ailleurs le trailer en jouait aussi. Je vous conseille d'aller voir le trailer, il est très intéressant parce qu'il explique un peu ce côté-là. En fait, l'objectif de ce jeu, c'était de sortir un jeu dans lequel le fait de tuer des monstres soit beaucoup plus fun, beaucoup plus cartoonesque, on va dire comme ça,
et beaucoup plus vulgaire aussi par rapport aux jeux typiques de guerre qu'on avait l'habitude d'avoir chaque année et qui au fur et à mesure se ressemblaient quoi. Donc le trailer en joue beaucoup de ça et il est très brisage du quatrième mur, très méta, donc il est assez fun donc, et j'essaie de le streamer un peu tous les week-ends donc n'hésitez pas à passer. Il y a ça, il y a évidemment Cult of the Lamb que j'ai commencé avec le frérot. Maintenant je pense peut-être en fonction de cette disponibilité soit je continue solo et on continue à le faire en live stream parce que c'est chouette, franchement j'aime bien le jeu. Il y a quoi d'autre? Ben, j'attends avec impatience toujours Hollow Knight Silksong, hein, bien sûr, toujours là. Faudrait que je le termine Hollow Knight tout court aussi, parce que je l'ai jamais terminé, donc honte à moi-même. Mais Hollow Knight le terminer, et quand je parle de le terminer, c'est vraiment le terminer, donc finir tous les DLC compris dedans, et c'est-à-dire aussi le Panthéon des héros. Qui, je rappelle, le Panthéon des héros, ce sont tous vos ennemis que vous avez combattus durant le jeu, à différents niveaux de difficulté, avec différentes contraintes. Et si je dis pas de bêtises, vous avez le combat classique, le combat difficile, et le combat hardcore. Et je pense que le combat classique, c'est une fois, avec changement de terrain, etc. Vous avez le combat difficile, où là, la mécanique de l'ennemi est un peu plus intense, beaucoup plus difficile à cibler, et le pattern à prédire, pardon. Et le mode hardcore, c'est en gros, si tu te touches une fois, t'es mort. Tu dois pas te faire toucher, quoi. Et quand je vous parle de tous les ennemis existants, c'est vraiment tous les ennemis existants, tous les boss, mini-boss que vous avez affrontés dans Hollow Knight, vous les retrouvez dans ce panthéon, et vous devez faire ces 3 catégories. Donc autant vous dire que en fait, vous avez quasi 3 jeux en un jeu, quoi. C'est assez conséquent. Il y a ça. J'avais vu aussi, et j'avais été un peu impatient, mais c'est vrai que Unknown Worlds avait balancé leur première trailer Subnautica 2, El Famoso, et qui mettait en avant que ce jeu-là allait être multijoueur. Donc je suis très impatient et j'espère que le scénario sera tout aussi intéressant. Vu que le premier, on était plus sur un modèle sandbox. Le deuxième, on était sur un scénario tout à fait fil rouge. Donc j'espère qu'ils auront trouvé un bon mix pour le 2, en sachant que vu que c'est en multi, ça veut dire que la map va devoir soit être plus grande, soit plus intéressante à explorer, avec des mécaniques où les 2 personnes doivent être présentes. Et ouais, que ce soit fun à jouer, quoi. Et que ce soit pas, en fait, à voir si c'est 2 ou plus. Franchement, si on est jusqu'à 4 personnes maximum, par exemple, ça peut déjà être très bien. Hein. Ce qu'il faut pas oublier, Subnautica, c'est si on prend les grosses mécaniques, il y a l'exploration sous-marine, les constructions de structures en dessous de l'eau, donc les bases, etc. Les explorations à travers des véhicules, les affrontements avec les créatures, justement. Enfin, quand je dis affrontement, c'est plus les techniques de survie pour esquiver les attaques de ces créatures. Donc j'espère que ça va être intéressant. Sinon, il y a un autre jeu que je devrais tester, plus indépendant. Mais là, j'espère... Je sais que le 1er avril, donc c'était il y a 5 jours, il y a un jeu indé qui est sorti, que MV a streamé une petite heure qui s'appelle Koira, qui est fait par le studio Tolima, qui est un studio belge et qui avait été produit, financé par Dontnod, qui est une grosse boîte française, je pense. Et du coup, ouais, c'est un jeu qui a été fait sur Godot et il est très fun. J'ai pu, on va dire, je connais le studio, je connais des têtes du studio, etc. Franchement, c'est un petit jeu très sympa et très musical, très fun, je pense, à jouer soit avec un petit frère, une petite sœur, ou avec vos enfants, si vous en avez évidemment, ou solo, hein, même. C'est pas, mais disons qu'il est axé tout public, quoi. C'est vrai qu'il faut que je termine aussi 30 Birds, qui est un jeu qui a été fait par le studio Ramram, qui est aussi un studio belge, et qui est un studio qui, lui, a été financé par RTBF XP,
qui est la branche de la radio TV belge qui est axée sur tout ce qui est technologie, réseaux sociaux et jeux vidéo. Ils ont une chaîne Insta, une chaîne Twitch et ils ont évidemment des streamers belges affiliés à cette chaîne. On a Kaba, on a Chloé Twitch, on a Franch Hardware qui vient aussi pour leur émission On n'est pas des Yankees. On a pour tous des petits conseils sur la tech. On a Emma Stream qui fait du Call of Duty. On a Dashprof qui vous conseille et qui vous entraîne sur sur un entraînement Smash Bros. Donc franchement, c'est une belle petite équipe et la boîte n'est pas si jeune que ça, mais j'ai l'impression que cette année, après c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que cette année elle a gagné en popularité. Je sais pas vraiment comment c'était les années précédentes, mais j'ai fort l'impression que ouais. Sinon, si on doit parler plus projet, là à l'heure actuelle j'avais réalisé un petit jeu prototype en 3 mois. Ça avait été une belle expérience et depuis je l'ai pas continué. Mais à côté de ça j'ai participé à 2 game jams, dont une que j'ai record. J'ai pas streamé malheureusement, mais j'ai record l'événement et je suis encore en train de faire le montage. J'ai même pas encore fait le script. Je suis toujours sur le cut et ça a été un apprentissage assez important vu que on parle d'une vidéo quasi de 48 heures et n'ayant aucune connaissance, on va dire, poussée de montage vidéo, comment vous dire que l'apprentissage a été assez faramineux. Donc ouais, il a fallu apprendre ça. Donc je suis encore au dérushage à essayer de cut le truc pour avoir les meilleures parties et les choses intéressantes, même si globalement en fait l'objectif de cette vidéo c'est déjà de faire autre chose qu'une rediffusion Twitch, mais aussi de raconter un peu le côté participant de l'événement, parce que voilà, une game jam, pour ceux qui savent pas, évidemment c'est faire un jeu en 48 heures ou un autre type de délai. Ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être 2 ans, mais le principe c'est que vous vous retrouvez soit avec des gens que vous connaissez, soit des inconnus, et que vous passez un bon moment où vous, en 48 heures, vous essayez de faire un jeu de A à Z. Donc en ayant un thème imposé. Donc et de là, vous devez essayer. Et on va dire que moi j'y ai été en ne connaissant personne, mais j'ai pu rentrer dans un petit groupe avec qui je me suis bien entendu. Et de là, il y a une personne qui m'a recontacté derrière, qui m'a expliqué qu'il essaye de faire un jeu, et il m'a demandé si je voulais participer. Et du coup, de mon côté, là, je me charge de tout ce qui est level design, game design, et de tout ce qui est création des personnages, animation. Donc c'est assez intéressant. Et de l'autre côté, j'ai participé à une autre game jam qui était moins, on va dire, grande en termes de structure, mais qui était tout aussi fun, dans laquelle aussi le groupe a envie de terminer le jeu qu'on a produit pendant cette game jam. Donc ça a l'air intéressant. Donc j'ai ces 2 projets-là, plus la vidéo, plus les lives. Et là, il y a un petit problème que j'ai rencontré. Et c'est, comme vous savez, hier, en tout cas ceux qui sont passés sur le live, hier j'ai fait un live multistream où j'ai streamé à la fois sur Twitch et sur YouTube. Sauf que je me suis rendu compte, et on peut le voir sur la rediffusion qui aura été postée, c'est que le jeu il avait un peu tendance à ramer au début. Et en fait ce que je n'ai pas vu, c'est que madame qui faisait ses donjons sur Bourg, en fait avait eu une augmentation de ping pendant 1 heure. Elle croyait que je DL un truc, mais en fait non, c'est que je streamais. Et le truc c'est que je me suis renseigné un peu, et en gros c'est vrai que faire du multi-streaming nécessite du coup une connexion assez puissante. Le problème c'est que je suis pas tout seul, donc ça veut dire que je vais devoir regarder pour faire ce qu'on appelle un QoS, donc un Quality of Service, et de regarder de nouveau mes paramètres d'encodage pour potentiellement faire en sorte que son PC passe avant le mien pour garantir une sécurité au niveau de la connexion, et que quand moi je fasse du multi-streaming, en fait moi ma connexion elle est
elles soient un peu bridées. Certes, je perdrai en qualité, mais ça reste un hobby. J'ai pas envie de niquer la soirée de madame pour ça, quoi. Si je m'amuse autant en streaming, il faut qu'elle s'amuse aussi en jouant, quoi. Quand tu fais quelque chose et que tu niques le plaisir de quelqu'un d'autre, c'est pas le fun, quoi. C'est pas fun. Vivre en harmonie, comme ils disent. Mais voilà, c'est un peu tous ces projets-là. Pour l'instant, j'ai eu un peu difficile, parce qu'évidemment, à côté de ça, il y a ce côté où malheureusement, je ne suis pas dans un boulot qui me plaît, comme beaucoup d'autres personnes, je pense. Et je continue de chercher. Donc, le problème, c'est que ça prend du temps, malheureusement. Le facteur chance, on va dire, pour l'instant, il n'est pas présent. Même si à côté de ça, ma vie, elle pourrait être pire. Hein. Il faut pas se mentir. C'est ma situation actuelle. Je suis assez chanceux de pouvoir avoir la tête au-dessus de l'eau, parce que je connais beaucoup de personnes qui malheureusement soit ont la tête en dessous de l'eau, soit ils ont pris un autre radeau du radeau de base, et c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que ouais, malheureusement il y a pire, quoi. Il y a quoi d'autre? Dans tous les cas, vous avez entendu l'alerte, donc dans 10 secondes la pub commence, donc on reparle une fois que les 3 minutes de la pub seront passées. Allez prendre à boire, allez prendre à manger, on revient après. Tout de suite. Ok, welcome back everyone. J'espère que vous avez pu prendre à boire, faire une pause pipi et tout ce qu'il faut. Sur quoi on peut discuter? J'ai parlé de projets, j'ai parlé de films, j'ai parlé de livres, en plus de manga plutôt. Niveau de série, je vous avoue que j'ai pas regardé grand chose. La dernière chose que j'ai regardé, c'est je sais même plus. Je sais même plus ce que j'ai regardé. La seule chose que j'ai en tête, c'est que j'ai binge watch la série New Girl, qui est un Friends-like, qui est apparu pendant les années de 2010 à 2016, si je dis pas de bêtises. Mais qui est globalement la même chose. Groupe d'amis vivant en colocation, des histoires d'amour en veux-tu en voilà, beaucoup d'humour derrière, des personnages avec un caractère assez ciblé, assez fort, avec des castings parfois impressionnants, où il y a eu Prince, il y a eu Gordon Ramsay pour une partie aussi, pour un épisode. Il y a eu autre personne assez connue. Enfin, assez connue. On s'entend. Je ne pense pas. Mais voilà. Et je crois que la fin... Si je me souviens bien, la fin était un peu osef parce que... soit je sais pas si les acteurs... ou s'ils avaient signé pour X saisons et que malheureusement ça a dû se terminer plus tôt que prévu parce que le public n'était plus au rendez-vous. Ça peut être plein de facteurs différents. Mais ouais, je crois que c'est la dernière série en date que j'avais regardée. Et depuis, j'ai plus regardé de série parce que tellement pas le temps, et aussi que par réflexe, je regarde plus des vidéos qui parlent de bourse ou des vidéos de gros youtubeurs, les sorties les sorties de French Hardware, les teams du lundi, les Baguera, Antoine Daniel, Mister MV, JDG, Wonkill Studio, bref. On va dire que maintenant, le réflexe, c'est plus d'aller sur Internet, de regarder une vidéo sur YouTube que de regarder une série, quoi. Donc je me demande d'ailleurs si le monde de la série n'a pas chuté depuis les dernières années, ou je sais pas si c'est pour un certain âge, parce que je sais pas vous, mais moi j'avais l'impression que étant adolescent, donc et même jeune adulte, donc de mes 15 ans à mes 25 ans, genre les séries faisaient un peu plus partie de ma vie, et après mes 25 ans, c'est devenu quelque chose de très éphémère. Genre il y a une série, et généralement, si c'est une série que j'adore énormément et que j'avais impatient de voir, j'ai encore le courage de me couper des réseaux sociaux et en fait d'attendre que la série sorte en entier pour la binge-watch d'un coup, pour ne pas avoir ce côté impatient.
Mais voilà, le prix à payer, c'est de se couper des réseaux parce que tu sais que chaque épisode qui sort, tu peux être sûr qu'il va y avoir tous des mèmes, toutes des discussions, toutes des choses par rapport à l'épisode, quoi. Mais voilà. Parce que là, actuellement, ouais, comme je vous ai dit, j'ai pas regardé de série dernièrement, quoi. Et je sais qu'il y en a beaucoup, hein. Vous avez Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Salto pour les Français. Voilà, il y a de quoi faire, hein. Mais et j'ai l'impression que justement, quand j'aurai, je sais pas comment vous dire, mais imaginons que plus tard j'aurai ce côté où j'ai beaucoup plus de temps pour moi, j'aurais peut-être plus l'impression d'avoir plus de temps pour regarder des séries. Peut-être que là, ouais, j'en regarderai de nouveau, je sais pas. Mais ouais, j'ai cette sensation-là, que les séries, c'est quelque chose que je pense moins de personnes regardent. Après, je peux me tromper, hein. Mais en tout cas, moi personnellement, c'est quelque chose que je fais plus, quoi. Je regarde plus de séries. Là, tout ce que j'attends personnellement, c'est évidemment la série The Boys, mais je crois que elle ne sortira, ou le tournage ne commencera qu'en 2026 ou 2027, un truc comme ça. Ou que la série sera en 2026 et que là, en ce moment, ils sont en train de tourner la série, je sais plus. Mais c'est vrai que là, on était sur quoi? On était sur la 3e saison. En 3 saisons, ils ont réussi à faire un dernier épisode qui a à chaque fois retourné le cerveau du public, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant. Moi, j'ai pris goût justement à que ce soit les dessins animés ou que ce soit les séries, des séries beaucoup plus cyniques en fait, qui prennent parfois des branches, des sujets qui sont graves et qui n'hésitent pas à les montrer, à montrer les effets, ou surtout qui n'hésitent pas à rendre la chose beaucoup plus, j'ai pas envie de dire réaliste, mais dans le côté cynique où c'est prendre l'égoïsme et l'utiliser comme, on va dire, essence du scénario, quoi, ou des caractères de personnages. Bon, il me reste combien de temps là sur le tapis? J'ai fait 3,5 km, j'ai dépensé 237 calories. Il nous reste 15 minutes ensemble, les gars, donc ça c'est pas mal. Après, je pense que j'irai prendre une petite douche pour me rafraîchir. Et puis ce sera dodo parce qu'on se lève tôt demain. Y a quoi d'autre? Oh oui, un autre sujet. On va parler IA, les amis. Alors, IA. Ben écoutez, dernièrement, j'ai regardé une vidéo qui m'avait l'air tout aussi très intéressante. Évidemment, ça parlera pas à beaucoup de gens, mais je vais essayer d'expliquer de ce que j'ai compris. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, l'IA, vous avez un modèle qui existe qui s'appelle, chez OpenAI, c'est ChatGPT, et vous avez différents modèles. Vous avez le modèle texte qui vous permet d'avoir un bot IA qui permet de faire des recherches, des résumés de ces choses, c'est ChatGPT. Vous avez l'image qui permet de créer des images artificielles, vous avez aussi les vidéos, etc. etc. Mais à chaque fois, ce sont des IA que vous pouvez utiliser, mais ce n'est pas votre IA à vous. C'est une IA qui a été créée par une boîte, et vous pouvez utiliser un modèle gratuitement, mais vous avez d'autres modèles qui sont payants. Par exemple, je prends l'exemple d'OpenAI, et vous avez d'autres modèles qui sont complètement gratuits, comme DeepSeek. Et en fait, là, le principe, c'était d'avoir votre propre IA localement, via un serveur qui vous coûte pas cher. Je m'explique donc, il s'agit d'utiliser Hostinger, qui est un service de serveur en ligne qui est assez puissant et assez connu, et vous pouvez vous obtenir un serveur qui vous permet d'avoir un serveur en ligne, mais qui vous appartient à vous. Et vous payez, je pense, 6 ou 7 euros par mois. Voilà, en fonction des personnes, c'est un budget. Pour d'autres, ça peut être un abonnement de tout et n'importe quoi, mais voilà, c'est 7 euros. Et en fait, vous avez ce qui s'appelle le Nate, qui est quelque chose qui vous permet de créer votre IA pour faire certaines tâches. Donc encore une fois, c'est pas l'IA comme ChatGPT qui va avoir un raisonnement et qui va vous permettre de combler des demandes. Donc si par exemple vous demandez à ChatGPT de faire une recherche sur un aliment et de voir son apport calorique, il serait capable de vous proposer des recettes, même si vous ne l'avez pas demandé, il va vous donner des recettes. Ça, là, ça ne le fait pas. Tant que vous ne lui avez pas dit ou donné l'outil spécifique, il ne va pas le faire. Mais le principe, c'est que vous pouvez créer votre propre IA en lui ingérant
des outils spécifiques et du coup, vous pouvez créer des mini-IA qui vont automatiser des procédures et vu qu'elles sont sur votre serveur à vous, donc ça veut dire que vous pouvez aussi tout à fait avoir votre IA en local et vous pouvez vous créer globalement ça peut aller jusqu'à des crew AI, donc ça veut dire des agents IA, même si c'est pas vraiment ça, mais qui vont permettre de faire des tâches qui vous prenaient du temps. Je vais vous prendre un exemple. Là, à l'heure actuelle, moi, par exemple, ma situation, c'est que je recherche un taf dans le jeu vidéo en tant que modélisateur 3D généraliste ou environnement artiste. Donc créer l'environnement, l'habiller, créer les éléments qui vont avec. Agencer ou alors modélisateur, c'est créer les objets, de décors, des arbres et ce genre de choses dans un certain style. Et le but, c'est qu'elles soient incorporées dans un jeu vidéo. Bref, vous avez différents sites qui existent pour chercher des emplois de ce type, mais je peux, via cette opération-là, et vous avez des vidéos qui vous expliquent comment établir, mais admettons que j'ai payé mon serveur, j'ai mon IA, en fait je peux lui ingérer des outils et lui dire voilà, je veux que tous les jours, tu ailles me chercher sur les différents sites que je t'ai donnés, les nouveaux emplois qui remplissent telle et telle condition. Et du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux lui mettre un timer. En gros, je lui donne les outils avec lesquels il pourra utiliser cette recherche. Et en gros, je peux lui dire, et du coup, de dire que, mais du coup, tous les jours ou tous les premiers lundis de la semaine, tous les lundis de la semaine, tu m'envoies un email et tu me dis toutes les offres que tu as découvertes, ou nouvelles offres, avec les mots-clés que tu as trouvés, qui remplissent les conditions que je recherche, et il va me donner ça. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait en sorte de créer une IA qui va me faire gagner du temps sur ma recherche d'emploi. Du coup, c'est très intéressant parce qu'elle me fait gagner un temps, parce que je ne vais pas chercher moi-même à taper et à faire les recherches. Elle fait les recherches à ma place et elle me donne le résultat. Et on peut faire ça sur plein de choses. Imaginons que vous êtes indépendant ou vous travaillez dans une société et votre société, c'est quelque chose où vous devez prendre des rendez-vous avec des gens. Et bien, vous pouvez très clairement créer une IA qui va représenter votre site où les gens peuvent prendre rendez-vous avec eux. Et très clairement, vous pouvez créer une mini-IA chatbot qui dit bonjour. Je suis le bot assistant de Monsieur X compagnie. Vous souhaitez prendre rendez-vous et le client va juste écrire oui, je souhaiterais prendre rendez-vous. Quelles sont les disponibilités? L'IA, si vous l'avez connectée à votre agenda, elle peut très clairement faire la recherche et dire écoutez, cette semaine, Monsieur X n'a pas les disponibilités nécessaires pour votre demande, mais par contre, il y a possibilité la semaine prochaine. Est-ce que ces dates-là ou ces dates-là vous conviennent-ils? Veuillez sélectionner la date qui vous convient. Le client n'a qu'à écrire « Je souhaiterais prendre rendez-vous ce jour-là, à telle heure ». L'IA dit « Très bien, votre nom est enregistré, à cette heure-là, je l'ai inséré dans l'agenda de Monsieur X ». Et du coup, de votre côté, vous qui êtes Monsieur X, vous recevez une notification de votre bot qui vous dit « Vous avez un nouveau rendez-vous, inscrit à telle date avec tel client ». Et vous, de votre côté, en fait, vous n'avez pas fait toute cette étape de recevoir, établir le rendez-vous. En fait, oui, il y a une IA qui le fait à votre place. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, pour rappeler, c'est... Yo Rayou, comment tu vas? Ça fait longtemps. Nouvel emplacement, de quoi tu parles? Arrive un peu à la fin du live, frérot, je suis désolé. Mais je vais hyper bien et toi? Bah écoute, ça va. Petit concept, ça fait 1h30, je suis sur mon tapis de marche et là j'ai parlé pendant 1h30 de différents sujets. Donc, et là j'expliquais justement que je parlais d'un nouveau principe IA qui pouvait être... oui, 1h30. C'est... ah bah écoute, je suis pas en mode sprint, hein, mais je devais le faire parce que je me sentais ballonné, que j'ai trop mangé aujourd'hui, et du coup je me suis dit il faut marcher. Donc marchons, et quoi de mieux que de le faire en live? Ça permet de faire un petit live talk tout en faisant mon petit sport. Et ouais, du coup je parlais d'IA, et je parlais du fait que
via une certaine méthode, il y a moyen de créer tes propres IA locales et du coup qu'elle permettait de faire des automatisations de certaines branches d'activités ou de choses qui peuvent te prendre du temps. Et j'expliquais que par exemple, si tu es indépendant, tu peux créer une IA qui permet d'avoir un contact direct avec le client pour des prises de rendez-vous et qu'elle fasse elle-même l'injection des rendez-vous dans ton agenda et qu'elle permette de justement faire en sorte que tu aies des rendez-vous avec des clients sans avoir le côté contact par email, etc. pour le premier rendez-vous, on va dire. Une autre IA, par exemple, où j'expliquais que, par exemple, que ma condition actuelle, c'est que je recherche un emploi qui me correspond mieux. Je travaille actuellement, mais c'est plus un job pour payer le loyer, etc. Donc c'est pas vraiment ce que je veux faire. Mais je peux essayer de créer une IA en remplissant les conditions qui, en gros, je lui dis tous les lundis, tu as été rechercher toute la semaine les nouveautés de job, ou même tous les jours, tu vois. Elle va rechercher sur les différents sites où tu as des postes d'emploi qui sont proposés. Elle récupère les emplois qui remplissent les mots et les notions que je recherche. Et elle peut m'envoyer un email qui explique comment tu fais pour être autant instruit, toi. À chaque live, tu parles des choses hyper intéressantes, hyper bien détaillées. Comment fais-tu? Curiosité. J'ai une... comment on appelle ça? Je suis épicurien. Je crois que c'est ça le terme. C'est-à-dire que j'ai une curiosité d'apprendre de nouvelles choses, aussi petites soient-elles, hein, mais d'apprendre de nouvelles choses parce que à l'heure d'aujourd'hui, on est tellement dans un environnement qui avance très vite, soit niveau technologie, etc., que ne pas se renseigner, tu rates un peu des choses qui peuvent être intéressantes pour toi dans ta vie personnelle, etc., quoi. Et du coup, voilà. Mais du coup, il y avait ce principe-là. Et en gros, pour résumer, alors là, GG à toi, mais merci. T'inquiète. Mais du coup, ouais, se renseigner, s'instruire, surtout maintenant, en fait, en tout cas que moi j'ai cette, entre guillemets, cette maturité où je me dis, même si notre vie est comptée, apprendre des choses, ça, tu peux le faire toute ta vie. Si tu prends plaisir à apprendre des choses et à les faire apprendre aux autres, ça peut être quelque chose d'assez magique, on va dire. Maintenant, encore une fois, de ce que je me renseigne, etc., j'explore, je pense que la surface de l'iceberg. Donc je ne vais pas dans les recherches profondes, sauf sur des sujets très importants qui affluent sur ma vie privée. Par exemple, tout ce qui est le côté bourse, où j'ai commencé à toucher un peu l'investissement en bourse, mais là, je me renseigne un peu plus, un peu de les méthodes par rapport à mon pays, quelles sont les différentes obligations, qu'est-ce que je dois faire attention. Mais après, toutes les autres choses, par exemple, pour te résumer un peu, j'ai commencé à expliquer des techniques zéro déchet au niveau alimentaire, puis après on est passé sur le côté culture. On a parlé du film Minecraft, on a parlé du film Blanche-Neige, mais un peu seulement. Ensuite, on a parlé jeux vidéo. Et après, il y a eu quoi? Il y a eu un peu la vie en général. Et là, j'ai terminé sur les IA, et c'est là que t'es arrivé. Donc voilà. Je sais pas encore si je vais mettre la rediffusion sur YouTube. Pourquoi pas? Parce que ça peut être vraiment un podcast talking que les gens peuvent écouter en fond. Mais voilà. Non, mais si ça fonctionne bien, moi je me dis, c'est le petit rendez-vous du soir, tu vois. Les dimanches soirs, c'est le podcast marcher et parler. Donc voilà. Mais sinon voilà. Mais j'espère que chez toi tout va bien. Parce que, attends, si j'ai pas de bêtises, il est 15h de l'après-midi. Plus ou moins, je pense. Ouais, il va être 16h là. T'as passé un bon week-end? Qu'est-ce que t'as fait de beau ce week-end? Ah oui, et comment ça s'est passé la cabane à sucre? T'as bien mangé? C'était fun? Parce que c'est vrai que ça c'était... Ah, tu m'étonnes. Bah en vrai... Et du coup, si je me souviens bien, c'est une fête qui est annuelle, hein, c'est ça. Hein. Et ça se passe la semaine ou le week-end? Mais tant mieux que t'as bien profité. Il y avait du bacon et des beignets à volonté, putain frérot. Comment prendre 50 kilos? Ça se passe n'importe quand. Ok, c'est vraiment... c'est quoi? On pourrait considérer ça comme une fête beaucoup plus
une fête de village, une célébration culturelle plutôt. J'utilise des termes mais je suis même pas sûr que ce soit les bons. Exactement. Oh bah ok. En vrai c'est cool hein, c'est cool. Ici en Belgique y a pas vraiment ça. T'as plus des fêtes qui sont propres au pays, mais il n'y a pas vraiment de célébration culturelle. Aussi, t'as des célébrations qui existent, culturelles pour être vif dans le sujet, oui voilà. Mais chez nous par exemple, vu que c'est très multiculturel, t'as plusieurs célébrations qui existent et qui sont propres à différentes villes qui sont en Belgique et dans Bruxelles aussi, ça, et qui dépendent de certaines communautés. Par exemple, on a une communauté portugaise, on a une communauté marocaine, on a une communauté néerlandophone, belge. Ah bah voilà. Ça signifie que j'ai terminé mes 1h30 de run. C'est bizarre de terminer. J'ai le cerveau qui est en mode... Les jambes qui sont encore en mode marcher. Pour éteindre la machine. En perso, je trouve que la meilleure culture, c'est celle des autochtones. Quand tu parles des autochtones, sans catégoriser, mais c'est celle des Amérindiens dont tu parles. Les Amérindiens, les autochtones américains, quoi. Juste en train d'enlever entre le tapis et le bureau. Ah oui, là vous me voyez, tu me vois plus. Oui c'est ça, mais je rigolais, t'inquiète. Oh bah écoute. Bah voilà, ça m'a fait une petite session de sport. 250 calories dépensées en marchant. C'est très bien, 1h30. Je vais l'inscrire directement dans mon application sportive. Parce qu'elle n'était pas sur moi, donc évidemment elle n'a pas compté mes pas. Et ben, en vrai, je me rends compte que quand je marche dans la vraie vie, je marche à une plus grosse vitesse. Je marche à du 4-5 km/h, donc je marche vite. Ce qui fait que j'ai tendance à beaucoup plus vite m'essouffler, et ça je m'en rends compte. Mais là ici, vu que la vitesse je l'ai limitée à 2,5 au niveau de la vitesse, mais j'avais pas ce côté où je m'essoufflais. J'avais ce côté où je sens ce petit effort physique, mais ça m'empêche pas de discuter. Mais comme j'expliquais en début de live, c'est quelque chose d'assez courant, parce qu'aujourd'hui en fait on fait tout très vite et du coup le résultat c'est que on perd ce côté où on prend le temps pour les petites choses, etc. Et ça fait que on a plus cette notion où tu marches lentement. C'est un truc que je me rends compte aussi quand tu marches en ville. Bah évidemment t'es pas tout seul, t'as des gens de tout âge. Ça m'arrive très souvent malheureusement, y a beaucoup de personnes âgées et en vrai c'est une expérience à faire, mais si tu vois une personne âgée qui marche derrière elle, évidemment tu vas marcher moins vite, mais tu vas te rendre compte que tu marchais trop vite, dans le sens où tu disais putain en fait j'étais à la limite de courir, parce que je me disais vite il faut pas que je loupe mon train, tu vois. Et je me dis c'est un bon moyen d'un peu, tu sais, un peu faire réfléchir, où tu te dis en fait quand j'ai terminé de marcher et que je rentre chez moi, je suis essoufflé. Pas parce que je me dis ah merde je fais pas assez de sport, mais parce que justement j'étais avec ma veste, mon sac à dos et que je voulais rentrer chez moi au plus vite, et que du coup j'arrive essoufflé et que t'as l'impression d'avoir fait un marathon alors que t'aurais pu marcher un peu plus lentement et rentrer chez toi très bien, tu vois. J'ai déjà fait, crois-moi, que je l'ai remarqué assez vite. C'est quelque chose. Mais du coup depuis la dernière fois, c'est vrai que j'ai pas expliqué, mais c'est que j'ai fait des petites améliorations, changements au niveau du stream. J'ai rajouté des points de chaîne au niveau... voilà, tu peux balancer des sons qui sont déjà pré-programmés. Tu as aussi des modificateurs de voix qui existent. Et là, je suis en train de refaire les emotes. Donc là, j'ai fait les emotes de ma chaîne. Ouais, voilà, prout. Bah, et voilà, ça fait toujours rire, le prout. Et du coup, ouais, je me suis amusé à ça. Je me suis amusé aussi à faire les émoticônes gratuits qui me ressemblaient un peu plus. Parce que je me souviens que j'avais pris des émoticônes assez classiques. Par exemple, le GG...
le GG qu'on utilise, c'est celui-là qu'il y a dans le chat. Ça c'est un classique, ça c'est un par défaut. Mais par exemple les autres je les ai dessinés et j'ai pris goût à les dessiner, j'étais très content. Le high avec toujours un peu ce côté où je reprends, on va dire, un émoticône assez connu et je le remasterise un peu à ma sauce. Et celui que j'aime bien, il y a le rigoler, il y a le stare face comme je l'appelle, mais du coup au moins il permet de donner un peu plus de vie au message, même si tu as tous les autres émoticônes utilisés par d'autres streamers évidemment. Mais ça permet de, on va dire, augmenter ton identité, mon identité de streamer à ce niveau-là, quoi. Faudrait un jour que tu fasses ça. Oui, les pets, faudrait que j'en fasse un de pets. Mais là, en gros, si je dis pas de bêtises, là, les 6 emotes que tu as gratuitement pour avoir follow la chaîne sont ceux que tu peux utiliser. Mais j'ai pas encore fait les autres pour ceux qui se sub, etc. Je dois encore les faire et il faut que je trouve faut que je regarde un peu ce que les streamers font et regarder. Mais je sais que généralement ce qu'ils font c'est que t'as genre des emotes statiques pour ceux qui follow. Et dès que tu as sub, évidemment tu as beaucoup plus d'émotes mais ils sont majoritairement animés. Et du coup c'est là où je dois continuer. Je sais qu'il y a le colère que je sais déjà plus ou moins en image ce que je veux faire. C'est celui qui rigole faut ce sub. Oui c'est ça, c'est qu'en gros celui qui est animé il faut le sub. Mais du coup si je dis pas de bêtises j'ai encore un slot. Faudrait que j'aille voir, je vais regarder ça tout de suite. C'est que j'ai, je crois, encore un slot d'emote gratuit pour les points de chaîne, émoticône par exemple. Donc, ah non, c'est ça, c'est que j'en ai 5, mais du coup, c'est le GG, le high, le think, le pleur et le stare que j'ai mis en gratuit. Et là, pour l'instant, le niveau 1, j'ai pas les 5 standards fixes. Celui qui rigole, faut se. Oui. Et du coup, il y a aussi les 5 émoticônes animés et je peux faire 2 émoticônes animés bonus en plus. Puis il y a l'émoticône standard pour le niveau 2 et un émoticône standard pour le niveau 3. Et ça, je dois un peu regarder ce que les streamers font pour un peu m'inspirer pour avoir quelque chose qui reste identifié. Mais c'est sûr que dans les animés de niveau 1 pour le sub, il y aura le pet, il y aura, il y a déjà le rire, il y a le colère, il y a le... Et il faut que je trouve encore d'autres. Il faut que je trouve un dansant aussi, que je pourrais faire danser par exemple. Et voir s'il y en a d'autres, je ferai pas juste ma tête en photo et que je détourne et que je fais une animation dessus ou ce genre de choses quoi. Mais ouais, ça c'est encore au style progress. Il y a aussi l'autre objectif. Ouais, à peu près comme ça, avec moins de décors, parce que c'est le problème aussi de ce genre d'emote. Ça, c'est plus intéressant. Mais par exemple, le Squirtle, le fait que tu aies le fond, en fait, quand c'est petit comme ça, tu vois pas vraiment ce qu'il représente par rapport au deuxième que tu as posé, où là, tu vois la tête qui bouge, quoi, en mode Saturday Night Fever. Mais ouais, il faudrait que je me penche sur la question. Mais comme j'ai dit, j'ai plein de projets en même temps et l'idée ce serait de terminer un peu ces projets et garder le streaming vraiment en mode talking, jeux vidéo, etc. Celui-là il est plus intéressant, celui de LoL avec le... J'ai oublié le nom. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais ouais, c'est plus comme ça, plus une animation où t'as pas vraiment de fond et du coup ça permettrait d'avoir quelque chose de beaucoup plus facile à montrer ou à lire ou à ça passe mieux dans le chat, tu vois. Et le dernier truc actuellement que j'essaie de faire, c'est le multi-streaming parce que streamer sur Twitch c'est bien, mais si je peux streamer sur YouTube, YouTube vertical et TikTok en même temps, c'est mieux. Mais
là, le souci, c'est que pour l'instant, je dois reparamétrer mon internet, ma connexion internet, parce que je ne vis pas tout seul, évidemment, et que du coup, pour expliquer brièvement, quand tu streams, tu autorises une certaine bande passante, tu autorises une certaine quantité de kilobits pour faire passer les trucs. Et là actuellement, pour ce live là, j'ai fait 6000 kilobits par seconde. Et on va dire que ça permet d'avoir une qualité 1080, une qualité HD. Sauf que quand tu veux faire plusieurs plateformes en même temps, tu dois doubler, tu dois rajouter 6000 à chaque fois. Donc si on prend l'exemple de je fais Twitch, YouTube vertical parce qu'il faut le compter séparément, TikTok, ça en fait 4 x 6, ça fait 24 000 kilobits par seconde. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et rien que avec YouTube classique que j'ai fait pour PC, tu as 1000 abonnés sur TikTok? Non. J'ai créé le compte TikTok, ce que je vais appeler le compte TikTok Pro, avant-hier. Et je n'ai pas pu avoir l'autorisation de stream sur TikTok parce que le compte existe depuis moins de 30 jours. Donc je dois attendre 30 jours avant de pouvoir potentiellement streamer dessus. Mais pour revenir sur le côté technique, du coup c'est 24 000 kilobits par seconde. Si j'étais tout seul, OZEF, tu vois, c'est bas les couilles, je les utilise. Sauf que là je vis avec quelqu'un, et ce quelqu'un joue aussi en ligne, et du coup il y a ce côté technique où je dois regarder pour faire en sorte de mettre la priorité de connexion sur l'autre PC, et faire en sorte que madame puisse jouer sur son PC sans avoir de problème de connexion. Parce que le truc qui s'est passé, c'est que quand j'ai streamé via YouTube, il t'en faut 1000 je crois avant de live. Personnellement, j'ai pas vu ça comme info. J'ai vu que en gros la demande tu devais faire que le compte devait avoir au moins 30 jours d'existence. Mais après le nombre d'abonnés, ça je t'avoue, j'ai pas eu mention de quand j'ai été sur la page de demande pour avoir. Oui, madame, elle joue aussi. C'est une joueuse de World of Warcraft. C'est une joueuse souche World of Warcraft. Elle a été. Oui, je pourrais catégoriser joueuse pro. Donc, c'est-à-dire qu'elle avait une guilde, elle jouait, elle avait des rendez-vous genre 3 fois par semaine, elle jouait en mode hardcore. Et maintenant, ça s'est un peu plus atténué, mais elle joue toujours autant. Et c'est son jeu. C'est son jeu, elle joue à rien d'autre à côté. Si elle joue à des jeux, c'est généralement avec moi. Évidemment, on joue à des petits jeux. Non, elle live pas. Elle préfère garder sa vie privée, etc. Ce que je comprends et ce que j'ai envie aussi. Parce que moi, streamer, ça reste un hobby. C'est pas ça. Mais je lui ai dit, tu sais que si tu live, sachant que t'es une joueuse pro, c'est genre, que tu as eu un passé un peu pro avec une guilde, etc., tu pourrais devenir une streameuse. Mais elle a dit oui, mais je sais pas, etc. Mais je lui ai dit, déjà, tu as la cartouche, tu as la carte chance, faut dire ce qui est, mais une streameuse a facilement plus des vues, des gens qui viennent la voir, malheureusement, parce que c'est une streameuse, par rapport à son image et non par rapport au contenu qu'elle propose, ce que je trouve très dommage. Mais malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit et c'est triste. Mais une streameuse, si elle commence, elle a plus facilement des gens qui viennent voir parce que évidemment le public qui va sur les streams n'est pas toujours le plus accueillant en fonction des gens. Mais voilà, ça peut monter plus vite en flèche par rapport à un streamer qui lui soit il a commencé sur YouTube, soit il a commencé sur Twitch mais depuis les débuts, et du coup il a su, ou alors c'était un joueur pro à la base, bref, il a su créer une communauté derrière lui, quoi, ce que moi actuellement je n'ai pas, et en vrai bah les couilles, quoi,
que moi c'est un hobby, c'est pas mon job quoi. C'est pas le job que je veux faire plus tard quoi. Ça reste un passe-temps. Si je gagne des petits euros, si c'est le petit bonus de fin de mois, moi il n'y a pas de souci. Mais c'est pas avec ça que je veux faire en sorte que ce soit avec ça que je paye mes fins de mois quoi. Mais ouais, mais du coup ouais, elle joue aussi. Évidemment on n'est pas le. Ce qui est très drôle, c'est qu'on n'est pas les mêmes gamers. On n'est pas le même type de gamer. Moi je suis vu que je crée des jeux, enfin que mon métier c'est ça, c'est modélisation 3D et pipeline pour le jeu vidéo. Donc j'ai plus tendance à jouer à beaucoup plus de jeux. J'ai été bercé avec beaucoup plus de jeux à jouer. J'ai testé beaucoup plus de jeux aussi, de types de jeux. Et WoW, c'est un jeu que j'ai testé et que je n'ai pas aimé. Mais je respecte le jeu, etc. Ça reste un des plus gros jeux un des plus gros MMORPG qui existe à l'heure d'aujourd'hui. Désolé, ok, c'est compréhensible. Désolé, j'ai changé de compte pour voir des choses. Non, t'inquiète, hein, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais du coup, oui, j'ai joué à beaucoup plus de jeux et en fait, je suis plus apte à tester de nouveaux jeux et je sais que elle, par exemple, elle est un peu plus réticente. Elle c'est WoW, Hearthstone et pas grand chose d'autre quoi, et ça lui va très bien comme ça. On essaie de faire des petits jeux ensemble et ça fonctionne bien, des petits jeux très sympas, on joue ensemble, c'est en vrai à partir du moment où on se mais voilà. Et du coup pour expliquer que je me suis renseigné un peu, je dois faire ce qu'on appelle une quality of service, donc c'est un setup qui en gros fait en sorte que je puisse mettre la priorité de connexion internet sur son PC pour faire en sorte qu'elle n'ait pas un gros ping pendant que moi je multistream. Mais ça veut dire que de mon côté, moi je dois faire en sorte que mon PC ne soit pas la priorité, mais qu'en plus de ça, je dois brider, on va dire, la distribution de kilobits par seconde. Donc là actuellement on est en qualité HD à 6000 kilobits par seconde qui est transféré plus ou moins, mais je peux très bien diminuer le montant et on va dire passer à 5000. Et du coup, 5000 x 4, ça fait 20 000 au lieu de 24 000. Donc, tu gagnes un peu en quantité. Du coup, ça permet peut-être une meilleure distribution. Ça, c'est des choses que je vais devoir tester à côté et que je vais devoir tester avec elle pour faire en sorte que tout fonctionne, quoi. Parce que ça sert à rien de se lancer dans quelque chose et de faire en sorte que ça crée plus de problèmes qu'autre chose, quoi. Bon, mon cher Rayou, je suis désolé, mais ouais, je vais devoir couper le live parce que demain je me lève tôt. Je me lève tôt, je me lève à 5h du matin. Mais merci d'être passé, ça m'a fait plaisir. J'espère que tu passes une excellente fin de journée, excellente fin de week-end. Courage pour la semaine à l'école. Et courage, je pense que je vais la mettre sur YouTube cette rediffusion. Et du coup, bisous à tout le monde qui voit la rediffusion. N'hésitez pas à venir, on s'amuse toujours autant. Et soit solo, soit avec Lucien /Bolico. Et en espérant vous revoir nombreux. Des gros bisous.